Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Dans la tête des hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de la pression économique ressentie par les hommes et les femmes qui occupent des travaux plus ou moins pénibles. Comment se passe la répartition des tâches selon que l'on soit un homme ou une femme? Jusqu'où peut-on aller pour accepter et obtenir un travail? Quelles limites sommes-nous prêts à franchir ou pas? Dans la tête des hommes est un podcast original d'Euronews qui interroge les masculinités. Durant les 2 derniers épisodes de ce podcast, nous sommes allés à la rencontre des Sama-Sama, les mineurs lesotans, contraints à s'expatrier pour se rendre dans les carrières de mines d'or et de diamants en Afrique du Sud et pour nourrir leur famille restée au pays. Qu'est-ce qui pousse ces mineurs à se mettre en danger pour nourrir cette famille, au péril de leur vie? Pour débattre sur les limites de la pénibilité et de la pression économique liée au travail, nous accueillons Jean-Emery Etougué-Effé. Vous êtes sociologue et essayiste au Centre national de la recherche scientifique et technologique du Gabon. Vous avez écrit de nombreux ouvrages liés au salariat, c'est-à-dire les relations sociales et économiques entre le patron et les salariés, en Afrique subsaharienne, de la restauration informelle à la condition des travailleurs sur le secteur primaire et tertiaire. Nous y reviendrons au fil des questions. Vous êtes en ce moment en direct de Libreville au Gabon. Bonjour et merci. Et avec nous également Tiziri Kandi. Vous êtes sociologue française, vous êtes également coordinatrice de la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles près de Paris. Bienvenue à vous. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Je rappelle qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, elles sont en grève depuis au moins 18 mois. Dans les épisodes précédents, nous avons fait la rencontre de mineurs qui ont vu leurs aspirations changer à cause de la pression sociale et de la pression économique, ainsi que de la pauvreté. Ils étaient contraints à se rendre et travailler clandestinement dans les mines en Afrique du Sud. La première question est pour vous, Jean-Emery Etougué-Effé. Comment se manifeste cette pression économique dans le marché du travail en Afrique subsaharienne, selon que l'on soit une femme ou un homme? Ce sont eux qui doivent amener de l'argent à la maison et les femmes doivent s'occuper des ménages. Et ça va du fait que traditionnellement, c'est l'image de l'homme en fait qui est renvoyée là. C'est-à-dire c'est l'homme, c'est lui le chef, c'est lui qui pourvoit tout et c'est lui le tuteur du foyer. Donc c'est à lui qu'incombe en principe toutes les responsabilités. Donc du coup, quand le salariat est arrivé, ce sont les hommes d'abord qu'on a recrutés. Ce sont eux qui sont partis dans les chantiers et après, ils revenaient chercher les femmes. Donc, les femmes se sont introduites dans le salariat, mais un peu plus tard. C'est vrai que ce sont des raisons économiques, mais aussi la situation familiale de chacune d'elles, c'est-à-dire que tant qu'une femme est sous le toit d'un homme, il n'y a pas cette obligation de chercher du travail. Il n'y a pas cette image qu'on doit renvoyer à la société que bon, qu'on ne vaut rien, que bon, si on n'a pas de travail, on n'existe pas, ou bien qu'on n'a pas de mari, qu'on ne vaut rien. Donc du coup, ça a poussé les femmes, par rapport à l'émancipation, à aller chercher du travail parce qu'il y a une expression qui est maintenant populaire chez nous qui dit que le travail, c'est mon premier mari. Donc en fait, la femme aujourd'hui, elle ne doit plus compter sur l'homme, elle doit compter sur elle-même et pour compter sur elle-même, il faut qu'elle soit autonome économiquement. Donc, du coup, la pression qui est exercée sur les hommes prioritairement s'exerce aussi sur les femmes, mais sur la base de d'autres considérations. Donc, on considère effectivement qu'il y a une pression économique qui s'abat sur les hommes et les femmes, plus sur les femmes, parce que les femmes, ce sont les premières, en fait, en cas de licenciement, en cas de pression, en cas de conjoncture, ce sont elles qui sont les plus disposées à être licenciées. Et ça a été le cas également avec l'épidémie de Covid-19, il me semble, parce que même aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été constaté, le fait que les femmes étaient en fait l'objet de beaucoup plus de licenciements que les hommes. Chez nous, au Gabon, les femmes occupent des activités qu'on appelle informelles, mais bon, c'est des métiers comme la restauration, comme la gestion des boîtes de nuit, la gestion des hôtels. En fait, tout ce qui concerne les travaux, soit de nuit, soit de mi-journée, et qui sont frappés effectivement par la Covid, puisque la Covid nous impose les pouvoirs publics à décréter les confinements, décréter les couvre-feux. Tout ce secteur-là, en principe, est en train de mourir, puisque en fait, il n'y a pas d'alternative. Les bars, les restaurants, tout ce qui concerne les métiers où les femmes sont en majorité, ces métiers-là, honnêtement, au Gabon, c'est en train de mourir. Tiziri Kandi, vous qui êtes auprès des femmes de chambre en grève, et vous l'avez été dans d'autres hôtels que celui de l'Ibis Batignolles à Paris,
comme les mineurs du Lesotho qui sont confrontés à des conditions de travail dangereuses et dévalorisées pour nourrir leur famille, dans quelle mesure les femmes de chambre sont-elles confrontées à ces problématiques de pression économique? Ou peut-être on peut rappeler déjà les revendications de ces femmes. Les femmes de chambre, de manière générale ici en France, en fait, subissent des pressions principalement économiques, mais pas que, qui sont quand même assez difficiles, pour ne pas dire atroces. On parle, y compris notamment dans les médias, des situations d'esclavage, hein, enfin d'esclavage moderne, dans l'hôtellerie, qu'elle soit d'ailleurs économique ou de luxe. Mais il me semble que le point de départ important, à mon avis, pour étudier ensuite tout cet ensemble de conditions de travail lamentables, c'est de revenir sur déjà la population qui exerce ce métier. Vous le dites vous-même à juste titre, c'est une population très majoritairement féminine et très majoritairement immigrée ou issue de l'immigration. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, on peut le lire dans les colonnes des différents journaux, c'est des mamas africaines qui viennent, des mères seules très souvent, avec des enfants en bas âge, etc., qui habitent en banlieue lointaine et qui occupent cette place dans la division du travail qui est celle de la femme de chambre. Alors, il faut savoir que quand on parle de femmes immigrées ou issues de l'immigration, et très majoritairement immigrées, on parle de personnes qui sont déjà soumises à une pression administrative incroyable qui est liée à leur situation de séjour. Donc, c'est des femmes avec des titres de séjour, très souvent des titres de séjour annuels qu'elles doivent renouveler. Donc il y a une situation, j'ai envie de dire, administrative liée au séjour et sociale liée à la situation familiale qui est quand même très très difficile. J'ajouterais à ça que on va distinguer principalement deux traits majeurs. Soit c'est des femmes non qualifiées, soit c'est des femmes dont les qualifications ne sont pas reconnues. On a des cas de femmes de chambre, par exemple, qui disent que dans leur pays d'origine, elles travaillaient dans l'administration, elles étaient chargées de mission, ou elles travaillaient dans des mairies, etc. Mais arrivées en France, elles doivent travailler parce que, bon, il faut quand même, comme on dit, remplir le frigo et nourrir les gosses. Et en même temps, les diplômes sont pas reconnus. Donc tout ça, effectivement, va obliger les femmes de chambre à s'inscrire sur le marché de l'emploi. Et les premiers emplois donc qui s'offrent à elles, c'est les métiers effectivement de femmes de ménage, femmes de chambre, etc. C'est des métiers qui sont très souvent dévalorisés, très souvent non reconnus. Ce débat qui peut avoir l'air d'être un débat linguistique de femmes de chambre, femmes de ménage, alors qu'en fait, en réalité, en fait, nous, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, on parle de femmes de chambre parce qu'on dit que ces femmes-là, elles réalisent une prestation entière, donc qui est effectivement une prestation de remise en état de chambre. Elles ne sont pas femmes de ménage, donc elles se contentent pas de passer la serpillière. Ces femmes-là, elles s'inscrivent ensuite sur le marché de l'emploi. Elles prennent le premier job qui vient. Et très souvent, comme je l'ai dit, c'est souvent des boulots de femmes de chambre, femmes de ménage, caissières, etc. Donc des jobs qui sont très largement féminisés, très largement dévalorisés, très largement à bas salaire, etc. Et elles n'ont pas trop le choix de l'accepter. Et très souvent, et d'ailleurs c'est assez marrant, quand on s'interroge sur le comment elles s'inscrivent sur ce marché de l'emploi, on trouve que les recrutements se font très souvent par le biais du bouche à oreille, par le biais du réseau familial, du réseau amical. Puis si elle fait l'affaire, on va l'engager. Et derrière, on va l'engager avec des salaires de misère. Tout cet ensemble de précarité devient une motivation de plus pour embaucher ces personnes-là. Si tu sais pas lire et écrire, ça devient un atout de recrutement. C'est qu'entre guillemets, tu connais pas tes droits et donc, en fait, tu es plus susceptible d'être accepté et d'être recruté. Et donc, les raisons du recrutement deviennent ensuite un moyen d'entretien de cette précarité avec effectivement tout ce qui est mis en place en termes de paiement à la chambre, en termes de déduction sur les cotisations sociales de ses salariés, en termes de cadence infernale, de mutation arbitraire, de flexibilité à outrance, etc., etc. Oui, justement, ça touche à l'identité par le métier. Elles font valoir en fait que ce sont des femmes de chambre et non pas des femmes de ménage. C'est vraiment une question de vocabulaire et d'identité.
Tout à fait. Et pour elles, c'est pas du tout un débat linguistique. Pour beaucoup d'entre elles, en fait, il y en a en tout cas un certain nombre qui n'ont même pas cet accès entre guillemets à la langue française, c'est-à-dire qui parlent souvent les dialectes locaux ou les langues locales, en fait, maliennes, mauritaniennes, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est un outil de lutte, hein. C'est quand même assez intéressant. Enfin, on pourra peut-être en discuter après de comment l'oppressé se sert effectivement d'une langue que ne maîtrise pas l'oppresseur pour effectivement construire ensuite les mobilisations, parce que les langues parlées par ces femmes de chambre, c'est leur langue maternelle, en fait, de leur pays natal ou leur pays d'origine. Et cette langue-là va leur servir effectivement à se mobiliser, à construire des solidarités, à limite d'une certaine manière à construire la lutte au vu de l'employeur, d'une certaine manière, parce qu'elle parle une langue qu'il comprend pas. Et effectivement derrière, pour elle, l'enjeu c'est pas simplement être appelée femme de ménage ou à la place de femme de chambre ou inversement. Derrière, pour elle, l'enjeu il est matériel. L'enjeu c'est un enjeu de la reconnaissance du travail qui passe par le salaire, en fait. C'est-à-dire que quand t'es femme de ménage, eh ben t'es pas payée de la même manière que si t'étais femme de chambre. Il y a tout un enjeu en termes de classification et de fait en termes de salaire. À travers ce que nous dit Tiziri Candy, ce qu'on constate, c'est que les hôtels dépendent de ces femmes-là pour pouvoir louer des chambres. En Afrique subsaharienne, on a à travers la restauration informelle des entreprises qui dépendent aussi de ces femmes qui travaillent dans ce secteur pour le confort des salariés, pour l'intérêt des travailleurs qui travaillent dans les entreprises ou dans les chantiers. Oui, effectivement, la plupart des chantiers de construction ou même des entreprises dans les zones industrielles ici, ce sont les femmes en fait qui viennent faire la restauration informelle pour les employés qui ont des heures de pause d'1 heure. Donc ces femmes-là viennent en fait en soutien aux entreprises, mais au soutien, c'est pas un soutien formel, hein, elles se mettent en marge de l'entreprise, mais ce sont des lieux qui sont connus par tout le monde, mais ce sont des lieux qui n'ont pas d'existence légale, mais qui effectivement aident la plupart des travailleurs à venir se restaurer et à repartir au travail sans que l'entreprise leur apporte quelque secours que ce soit, quelque confort que ce soit, quelque aide que ce soit. Donc, en fait, il y a effectivement une invisibilité parce que, bon, on les connaît pas officiellement. Elles viennent travailler, elles viennent donner à manger. Une fois elles ont fini, elles retournent chez elles et elles reviennent le lendemain. Donc, il n'y a aucune garantie qu'elles seront reconnues. C'est juste que, bon, elles viennent là pour, dans un premier temps, faire du commerce et dans un deuxième temps, effectivement, aider les salariés, les employés, les ouvriers à tenir la journée. Et autour de ces repas, c'est l'occasion pour les hommes de parler, par exemple, des conditions de travail, justement. Justement, c'est l'occasion, comme Madame Candil disait, par rapport à la langue chez les femmes de chambre. Là, c'est par contre les catégories sociales qui se mettent sur la table pour parler des conditions de travail dans leur entreprise parce qu'ils n'ont pas le droit de s'arrêter, de discuter. Donc, c'est ce moment d'occasion où ils structurent en fait leur lutte, leurs revendications. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils peuvent prendre des initiatives pour mener telle ou telle action. C'est vraiment autour des repas. Pas en dehors, parce qu'en dehors, les espaces sont plus ou moins fermés, presque inexistants. Donc là, c'est vraiment le lieu parce que c'est en temps réel, c'est pendant les heures de travail que les discussions se font, que les stratégies s'élaborent et peut-être même les plans d'action. J'aimerais savoir si c'est un moyen aussi de parler d'autre chose, de parler de la pression économique, du fait que là, c'est un petit peu dur ou un peu plus ou moins difficile en tout cas. En fait, ce sont les seuls espaces, ce sont les seules tribunes où ces personnes-là, en situation de travailleurs, hein, j'entends, peuvent manifester leurs impressions sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, leurs conditions économiques. Parce qu'une fois sortis de là, chacun rentre dans son coin et comme ils n'habitent pas les mêmes banlieues, donc ils n'ont pas le temps de se retrouver parce que les distances sont longues, les moyens de vie sont limités. Donc c'est l'occasion seulement, quand ils viennent au travail, de trouver des stratégies qui leur permettent en fait de se retrouver à un endroit, discuter des choses et d'autres. Mais au moins, ils ont échangé et ils sont peut-être d'accord sur certaines choses. Les restaurants informels, les bars, ce sont des réseaux de communication, des réseaux d'embauche, des réseaux, on va même dire, il y a aussi des réseaux parentélaires, c'est-à-dire un parent travaille là-bas, il veut placer, généralement les femmes de ménage, elle veut s'absenter, elle veut placer sa fille, elle va voir le voisin qui a besoin d'une femme ménage, elle va placer sa cousine. En fait, ça se passe de la même manière.
de la même manière, sauf que les offices d'emploi sont des structures formelles, mais comme nous ne rentrons pas tous dans ces structures formelles, alors nous élaborons des stratégies qui permettent en fait d'avoir des réseaux d'embauche qui sont divers. Et ça rejoint également ce qu'on a vu dans le documentaire audio, puisque les Sama-Sama essayent de passer par le bouche à oreille pour trouver du travail, et on va conclure là-dessus pour la première partie. Nous allons donc nous retrouver dans 15 jours pour poursuivre ce débat sur l'identité par le travail. Lilo Montalto Monella, Marta Rodriguez Martinez, Naira Davlachian, Mampeya Diao et moi-même avons préparé cette émission depuis Lyon, Laurie Martinez à Paris et Clizia Sala à Londres au Royaume-Uni. Production et conception du studio Ochenta, le thème musical est de Gabriel Dalmasso, la rédaction en chef de Yassir Khan. Pour plus d'informations sur Dans la tête des hommes, la série originale d'Euronews, rendez-vous sur fr.euronews.com/programme/dans la tête des hommes pour plus d'éditos, de vidéos et d'articles sur le sujet. Vous pouvez écouter ce podcast sur Castbox, Spotify, Apple Podcast et sur toutes vos applications préférées. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et faites-nous part de vos commentaires. Suivez-nous sur Twitter @EuronewsFR et Euronews_French sur Instagram. Partagez avec nous vos propres histoires et expériences sur les masculinités en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast est également disponible en anglais et il s'appelle Cry Like a Boy.